Alors, bienvenue dans ce webinaire RSE et décarbonation, comment se lancer. Ce webinaire est co-animé avec O2M. Je me présente, je suis Marine Darter et je suis chargée de mission sur la partie RSE et décarbonation chez Fibois Bretagne. Et ce webinaire aujourd'hui a pour objectif d'introduire les notions de RSE et les dispositifs d'accompagnement existants. Alors peut-être on peut commencer par un petit mot de toi, Olivier Ferron, et après nous enchaînerons avec notre Oui, bonjour. second Olivier. La filière forêt-bois introduit et s'intéresse à ce sujet alors déjà depuis quelque temps, mais pendant le constat qu'on a pu faire, c'est que pendant de nombreuses années, la filière forêt-bois a capitalisé et tiré parti de l'image vertueuse du matériau, mais c'est pas complètement intéressé et interrogé à la vertuosité des entreprises et de leur engagement. Et finalement, c'est le cadre de l'actualité et de la réglementation qui nous rattrape, entre autres avec la double comptabilité qui est en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, il est plus qu'urgent, plus qu'important à ce que les entreprises de la filière s'intéressent à ce sujet. Et donc, on s'est associé pour cela à O2M, hein, qui est une compétence historique dans ce domaine et qui saura nous apporter les éléments et puis par la suite, éventuellement, vous accompagner dans cette voie. Donc, je ne sais pas si c'est Olivier qui prend la suite ou oui. Donc, Un petit mot Oui, d'Olivier. Olivier et Messager. bah, bonjour et merci à tout le monde d'être présent ce matin. Je détaillerai un petit peu notre activité, mais je me présente Olivier Messager. Ça fait 15 ans que j'ai créé historiquement à Vitré. Maintenant, on est une cinquantaine et depuis 15 ans, on travaille sur les sujets climat, éco-conception, FDES et RSE. Et j'irai un peu plus dans le détail après. Merci Olivier. Et Olivier. Alors, au programme ce matin, pour ce webinaire, donc les grandes lignes de la RSE, hein, vraiment les grands principes et grands concepts. Quelques mots sur les enjeux climat, mais sur lesquels Olivier Messager reviendra largement. La démarche RSE qu'on a lancée chez Fibois Bretagne, où on en est, et puis plus de détails sur les propositions d'accompagnement et les dispositifs de financement qui seront largement détaillés par O2M. On prévoit aussi en fin de session des questions-réponses. Ces questions-réponses, si vous en avez au fur et à mesure, vous pouvez les noter dans le petit logo Q&R qui se trouve en haut de votre écran. Je les prendrai en compte et puis je réouvrirai tous les micros, bien sûr, une fois la présentation terminée, pour que nous puissions échanger. Pour rappel, ce webinaire est enregistré afin de permettre l'accès aux adhérents qui n'ont pas pu se connecter ce matin et sera donc diffusé plus largement après, à vous-même si vous le souhaitez. Donc, les grandes lignes de la RSE et les enjeux climat. Aujourd'hui, les éléments de contexte, hein, Olivier Ferron nous les a donnés. On a bien sûr les enjeux climat avec l'impact que ça peut avoir sur les arbres et la forêt, les tempêtes, les sécheresses, les parasites de type scolyte ou autres. Et tout ça, vous connaissez mieux que moi. On voit aussi une montée de demandes de la société civile sur les engagements qui peuvent être pris sur la filière avec et du soutien et des dénonciations un peu virulentes. Vous faites face aussi sûrement à des demandes clients sur des modes de preuve, sûrement dans des appels d'offres, sur des modes de preuve sur vos engagements RSE, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe et comment vous pouvez mettre ça en valeur auprès de vos clients. Et puis, bien sûr, il y a ce contexte réglementaire avec toutes les lois qui sont soit déjà présentes, soit en cours de discussion au niveau européen pour étendre ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière, c'est-à-dire les indicateurs de performance au-delà de l'économie. Donc, on parle souvent de RSE et de RSO. Il faut savoir que c'est la même chose. C'est la responsabilité sociétale des entreprises pour le E et des organisations pour le O, puisque tout le monde n'est pas une entreprise.
Alors, la RSE, la RSO, qu'est-ce que c'est? Cette responsabilité sociétale, elle se base sur les principes du développement durable, les 3 piliers que sont le social, l'environnement, mais bien sûr, la vitalité économique de notre système, puisque sans économie, pas d'entreprise ni d'organisation, et donc pas possibilité de faire bien les choses. On voit aussi poindre au-delà de ces 3 piliers qui sont un peu historiques, des notions de transition écologique et d'ancrage territorial qui deviennent de plus importants dans la mise en œuvre de cette RSE ou RSO. Tout ça se base et est assez cadré dans la norme ISO 26000, qui sert un peu de référence à l'ensemble des démarches RSE, RSO qui peuvent exister et qui se base sur 7 questions centrales, les droits de l'homme, l'environnement, la loyauté des pratiques, le développement territorial et la qualité, les consommateurs et bien sûr, au cœur de tout ça, le dialogue social et l'environnement. Et la santé et la sécurité des travailleurs. Mais au cœur de tout ça, c'est l'organisation et la gouvernance qui font foi. Ces 7 sujets sont déclinés dans 35 domaines d'action au niveau de l'ISO. Donc l'intérêt de cette démarche et de cette norme, c'est de pouvoir voir, se questionner sur chacun de ces items. Est-ce que je suis concernée? Qu'est-ce que je peux faire sur ce sujet-là? Et est-ce que c'est vraiment un enjeu pour ma société? Et est-ce que je dois faire quelque chose sur ce sujet-là? Pour rentrer dans cette démarche-là, bien sûr, il y a la labellisation qui est possible. Il y a des labels généralistes. Il y a aussi des labels thématiques qui vont traiter uniquement de la qualité de vie au travail ou de l'environnement. Et après, il y a des labels sectoriels qui ont pu être développés comme pour le bâtiment, l'informatique, qui viennent vraiment traiter des sujets et des enjeux liés à un secteur donné. Il y en a aussi pour le transport. Enfin voilà, il y a beaucoup de développement autour des labels. Ce qu'il faut savoir, c'est que la labellisation, si on veut la valoriser auprès de ses clients, c'est bien. Après, l'important, c'est de mettre en place une démarche. Cette labellisation peut faire accompagnement, mais ce n'est pas l'objectif. Et il y a d'autres types d'accompagnement possibles que la labellisation. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Olivier Messager au deuxième. Cette démarche, elle est avant tout une démarche collective, une démarche qui peut venir et qui va plus que probablement remettre en cause la stratégie et va permettre d'inclure aussi et de mettre en valeur des choses que vous faites déjà probablement au niveau de la RSE, parce que c'est beaucoup de bon sens, c'est se poser les bonnes questions et se mettre en ordre de bataille pour aller jusqu'à un plan d'action. Donc, dans les grandes étapes, quand on se lance, eh bien, on vient questionner ces modalités de gouvernance. On vient s'inscrire dans une relation de transparence aussi avec les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est qui? Excusez-moi. Les parties prenantes, c'est qui? C'est toutes les personnes avec qui on travaille, ses collaborateurs, avant tout, les financeurs, ceux qui vont décider aussi et contribuer à notre stratégie, mais également les fournisseurs, les institutions, bref, tous ceux avec qui vous pouvez travailler de près ou de loin. Et donc, on va venir consulter dans cette démarche RSE, on va venir consulter ces parties prenantes sur les enjeux qu'on a pu identifier nous, quels sont les enjeux qu'eux voient aussi pour nous et notre entreprise. Et on va venir avec ces parties prenantes et au cours de l'élaboration de la stratégie, définir quels sont les enjeux prioritaires, parce que des enjeux, il y en a souvent beaucoup. On ne peut pas tous les attaquer en même temps, donc il faut prioriser les actions et ce sur quoi on a vraiment envie d'agir, afin que ça corresponde à l'identité de l'entreprise et à la mission qu'elle a envie de se donner. Et avec tout ça, on va définir un plan d'action et le mettre en œuvre le plus souvent avec ses équipes. C'est même un point très important d'impliquer les équipes dans ces réflexions et dans cette mise en œuvre et d'impliquer aussi tout le panel des parties prenantes, que ce soit les fournisseurs, les financeurs, les sous-traitants. Voilà. C'est vraiment une démarche d'implication qui se veut collective et surtout et avant tout une démarche aussi de bon sens.
Alors, qu'en est-il pour Fibois Bretagne? Eh bien, Fibois Bretagne s'est lancé dans cette démarche de réflexion et de prise en compte de la RSE depuis quelque temps déjà. Avec Séquence Méta, il y a eu un gros travail de fait sur la gouvernance, la définition de la gouvernance avec la formalisation d'un conseil d'administration et d'un nouveau bureau. Et maintenant, nous sommes dans au-delà de l'identification des parties prenantes, puisque la cartographie est assez large, nous allons rentrer dans les phases de consultation de ces parties prenantes afin de partager les enjeux prioritaires et d'être bien alignés sur le plan d'action. Dans ce plan d'action-là, on voit deux types aujourd'hui de types de démarches poindre. La démarche collective avec l'ensemble de nos adhérents, où il y a là des groupes, des enjeux sur lesquels on va devoir travailler en groupe parce qu'ils sont transversaux à la filière et ils vont au-delà de la filière, c'est des partages et des réflexions avec les institutions notamment. Mais aussi probablement une forme de communauté RSE avec des groupes d'échange ou des commissions sur des mises en œuvre de certaines pratiques que l'on connaît comme étant les vertueuses, mais qui ne sont pas forcément toujours faciles à mettre en œuvre. Et enfin, ce pourquoi on est là aujourd'hui, toute cette démarche, elle est aussi individuelle, et c'est l'individuel qui nourrit le collectif, et c'est le collectif qui nourrit l'individuel. Et donc, dans ces démarches individuelles, aujourd'hui, il y a deux dispositifs sur lesquels vous pouvez vous faire accompagner, qui sont la démarche RSE et la trajectoire de décarbonation. Donc, ces deux dispositifs-là, les propositions d'accompagnement, au deuxième va les détailler plus tard. Il faut savoir que sur les démarches RSE, c'est un dispositif Brestfab que je vais un petit peu détailler juste après, qui est à vocation des industriels. Aujourd'hui, il faut savoir que notre démarche, elle est là pour toucher toutes les entreprises. Pour ceux qui ne pourraient pas rentrer dans ce dispositif Brestfab, il y a d'autres solutions auxquelles nous pourrons nous raccrocher. Et pour ça, je vous propose de me contacter afin de définir quel est le dispositif auquel vous pourrez vous raccrocher, sachant que voilà, le Brestfab va quand même réunir un grand nombre de personnes. Et enfin, la trajectoire décarbonation, bah là, tant qu'on est une TPE, PME, ETI de moins de 500 salariés, la BPI sera là pour soutenir et Olivier Messager va nous en parler plus largement tout à l'heure. Donc, contactez-moi surtout si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche afin qu'on puisse déterminer le meilleur dispositif d'accompagnement. Et ce sera principalement au deuxième qui sera là pour répondre à ces questions. Quelques mots sur le dispositif Brestfab. Il faut savoir que voilà, il y a une durée d'existence. Il faut, pour les industriels, être existant depuis au moins de 3 ans. Voilà, il y a certaines conditions à répondre. Qu'il y a forcément un état des lieux qui est fait, même si vous connaissez bien et qu'un état des lieux est déjà fait dans le dispositif Brestfab. Il ne faut pas être surpris. Il y a forcément un prérequis d'état des lieux qui est remis en chemin. Et que c'est un vrai parcours d'accompagnement sur un certain nombre de piliers. Et du coup, Olivier pourra vous le présenter. Ou alors, lors de la session du 13 décembre, on pourra vous présenter ça dans le détail. Brestfab finance aussi des défis partagés. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on reviendra un peu plus tard avec Fibois Bretagne pour pouvoir proposer à certains d'entre vous, une fois qu'on aura partagé les enjeux prioritaires avec nos parties prenantes, voir lesquels d'entre vous sont intéressés pour monter au créneau sur des défis partagés avec nous s'il y a un intérêt pour vous. Donc, les deux événements de cette fin d'année 2023 sur la RSE, ce webinaire aujourd'hui qui est enregistré et qui pourra être diffusé à tous ceux qui en font la demande. Et le 13 décembre, nous organisons avec O2M des rencontres RSE et décarbonation, toujours sur le même sujet, mais avec 4 ateliers thématiques de manière à pouvoir échanger plus largement, à avoir une rencontre avec O2M et leurs accompagnants sur ces démarches. Une partie décarbonation et climat, un atelier démarche RSE, un atelier ACV, éco-conception et FDES, et un atelier communication responsable. Voilà, donc le 13 décembre, à la MFR de l'Oudéac,
de 9h30 à midi. Vous êtes les bienvenus pour que nous puissions échanger largement sur ces sujets. Et je vais te passer la main, Olivier Messager, sur la suite. Merci. Hop, c'est bon, ça fonctionne? Oui. Donc rebonjour. Très rapidement, pour se présenter, pour nous connaître. Au début, nous étions un, voilà. Je suis un entrepreneur. Maintenant, on est une 50aine de collaborateurs. On est historiquement, le siège est à Rennes et on s'est développé sur les territoires de l'Ouest et puis on est sollicité un petit peu sur l'international. Ce qu'il y a à retenir, c'est que surtout nous, on a vu en fait les évolutions. Au début, le bilan carbone, fallait évangéliser et on est passé depuis 2-3 ans à des éléments qui sont beaucoup plus réglementaires et beaucoup plus attendus. Donc, aussi bien sur la partie RSE, qui étaient des initiatives il y a une quinzaine d'années très proactives, il y a une professionnalisation sur nos sujets, aussi bien sur le reporting en RSE, ainsi que tout ce qui est autour du climat. Donc, on a vu, nous, en une quinzaine d'années, les choses fortement évoluer et se structurer autour de tout ça. Comment on est organisé, puisque ça devient même des nouveaux métiers pour nous. C'est un secteur qui est en train d'émerger, notre métier à nous, de rentrer dans la comptabilité extra-financière. Donc nous, on s'est organisé avec toute une partie calcul d'impact. On fait de la R&D, on fabrique et on vérifie des FDES, parce que ça peut intéresser une partie d'entre vous. On a des lois qui aujourd'hui sur le greenwashing sont en train de se mettre en place. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi, il fallait le professionnaliser. Puis on a toute une partie de formation parce qu'on doit former de plus en plus de personnes sur ces sujets-là qui internalisent cette compétence. Voilà pour se présenter rapidement. Aussi, on met à disposition de nos clients tout un monde numérique. Donc, dans le cadre du projet, Fibois bénéficiera d'un module administrateur et les personnes et les entreprises qui rentrent dans l'opération auront toute la partie d'un module climat et aussi tout un centre de ressources pour que toute la veille soit au même endroit, des webinaires, des documents types pour faciliter les choses. Donc chacun aura une instance que nous, on met à disposition de tous nos clients pour faciliter l'administration, la visibilité de tous ces éléments-là. Donc, juste pour synthétiser qui on est, donc on forme, on met à disposition des outils numériques, on se déplace parce que historiquement, nos entreprises sont des entreprises PME, TPE à capitaux familiaux. Il y a une forte culture entrepreneuriale chez nous. Et puis, pour aller vite, faut transférer les compétences. Donc, l'objectif, c'est que suite à cette opération-là, on développe l'autonomie des structures comme les vôtres. Je vais faire un rappel. Donc, Marine a bien expliqué les enjeux de la RSE. Je vais faire un focus sur la partie climat. Il s'est passé quoi? C'est que tout le monde, je pense, se rappelle de la COP21 à Paris. Suite à ça, la France s'est engagée dans une trajectoire de décarbonation. Et si on prend les secteurs industrie et bâtiment, les enjeux sont forts puisqu'on demande une réduction par rapport à l'année 2015. On pourra aller dans le détail lors des présentations de décembre, mais qui induit une réduction de moins 50% de l'impact carbone de certains secteurs d'activité, si je prends le cas du bâtiment. Par rapport à ça, les leviers qui sont mis en place depuis 2-3 ans, donc depuis la loi climat qui se met en place, c'est que le monde bancaire rentre dans le jeu avec la création de prêts à impact. La Banque de France commence à va mettre en place une note climat dans les accès Banque de France à partir de l'année prochaine. Donc, ça se met en place. Tout ce qui va être affichage environnemental des produits de grande consommation ou d'autres, ou FDES dans votre secteur d'activité va continuer à s'étendre. Et puis, on commence à parler, rappelez-vous, des gilets jaunes, à avoir en fait un prix du carbone qui va rentrer au niveau des entreprises. Alors, les petites entreprises vont être moins soumises, sauf à l'intérieur de leurs achats d'énergie fossile,
mais les plus grandes entreprises vont rentrer dans des outils coercitifs sur la partie impact climatique. Donc, la réglementation s'accélère. Olivier, L'autre, juste, oui, est-ce qu'on peut spécifier ce qu'est un FDES? excusez-moi. Alors, une FDES, c'est dans le cas du bâtiment, quand on va construire un bâtiment, c'est un assemblage de différents matériaux. Donc, pour savoir l'impact environnemental d'une nouvelle construction, on va voir l'impact d'une brique, par exemple, l'impact d'une fenêtre, et pour pouvoir dire que cette maison, ce bâtiment, pour la fabriquer, a émis tant d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, c'est un assemblage de données pour pouvoir produire l'information et la transparence sur l'impact d'une construction. C'est lié au produit une FDES, alors que le bilan carbone, c'est lié en fait à l'organisation. Donc, concrètement, un bilan carbone, c'est comme un bilan comptable, sauf qu'au lieu d'avoir des euros, vous avez ce qu'on appelle les équivalents CO2. Donc, il y a ce qu'on va prendre en compte, ça va être tout ce qui va être les énergies, les consommations de votre activité. Donc, on va voir la partie des énergies. Donc, les énergies mobiles, c'est-à-dire si vous avez des véhicules en propre, vous consommez du gasoil pour le faire, donc il faudra les comptabiliser. Vous allez avoir du chauffage, vous allez avoir des procédés industriels. Donc là, on va intégrer l'électricité, on va intégrer l'achat de gaz, si vous avez du gaz. Et là, on va le transformer en équivalent CO2. Puis on va aller un peu plus loin pour pouvoir avoir les effets pour agir. Donc tous les produits que vous achetez ont un impact carbone. Ici, quand on regarde les achats, les déplacements de vos équipes, les amortissements, puisqu'il y a un impact carbone qu'on achète en fait un nouveau bâtiment, par exemple, vos déplacements professionnels, vos déchets. Donc tout ça, on récupère des données sur une année, et à partir de là, on va les transformer en équivalent CO2. Donc, de manière assez rapide, pour vous expliquer comment ça fonctionne, donc on va prendre sur une année l'ensemble de vos achats de gaz, vos achats de bois en fonction des différentes essences de bois, par exemple, si vous les achetez. Puis on va les multiplier par des facteurs d'émission, puis on le compile pour dire, votre entreprise émet 500 tonnes de CO2, 50 tonnes de CO2, 1000 tonnes de CO2. Donc l'idée, c'est d'avoir un point de départ précis pour mettre en place des actions, valoriser des actions que vous avez déjà mis en place, et puis commencer à rentrer dans cette trajectoire de réduction, puisqu'on commencera à vous questionner sur quels sont vos objectifs de réduction sur les prochaines années au regard de ce que je vous ai dit précédemment. Donc on a besoin d'une balance précise pour démarrer. Donc nous, dans l'accompagnement, il y a deux niveaux, ça dépend des maturités. Certains peut-être d'entre vous ont déjà fait un bilan carbone, donc ont 1.0, donc pourront aller vers la question des trajectoires. Sinon, ceux qui n'ont pas commencé, c'est de réaliser ce bilan carbone-là, donc ce point zéro, pour savoir où on en est. Donc là, c'est sur la partie climat, le petit 1. La partie 2, de la même façon, la démarche RSE, c'est de savoir où on en est. Beaucoup d'entre vous font plein de belles choses, je pense, sauf qu'il faut commencer à les formaliser. Alors, toutes les parties labels et organisations permettent de structurer la démarche, et pour certains d'entre vous, permettront de la rendre en fait visible sur certains des clients. Donc ça, c'est tout ce qui va être autour des différents labels présentés par Marie. Néanmoins, on s'aperçoit de plus en plus qu'à côté des labels, il y aura des demandes de vos interlocuteurs sur des indicateurs plutôt techniques, sur le turnover, l'égalité homme-femme. Donc, on rentre de plus en plus sur de la donnée en complément des parties de labels. Donc, il faut avoir ça en tête. C'est qu'on va avoir des indicateurs qui vont être à déployer pour rendre compte auprès de vos clients principalement, ou des banquiers dans un temps qui va arriver. On est très, très sollicité par le monde bancaire en ce moment, qui cherche à avoir des informations sur ces sujets-là. Et puis après, comme l'a dit Marine, c'est déployer la stratégie. Donc ça a des intérêts pour rendre compte. Donc on va rentrer dans des logiques un peu plus de reporting qui vont s'étaler en fonction des tailles.
Néanmoins, si certains d'entre vous travaillent avec soit la commande publique ou soit avec des plus gros acteurs, ces derniers étant soumis à des réglementations plus fortes de reporting, vous n'êtes pas à l'abri que ils vous font travailler comme à chaque fois. On fait souvent travailler les fournisseurs pour les grands comptes, de demander ces informations-là parce qu'elles vont rentrer dans ces obligations-là. Et puis, toute la partie communication, valorisation de votre secteur d'activité, vos savoir-faire, vos modèles, parce que souvent, les petites entreprises sont plutôt des entreprises qui font, mais qui ne disent pas. Et il faut rentrer dans ces schémas, d'être un peu plus transparent, même si c'est pas culturel, hein. Nous, les premiers, hein, on aime bien pas trop dire ce qu'on fait, on n'a pas ces habitudes-là, mais on va être obligé de rendre de plus en plus compte. Voilà. Donc, il va y avoir, dans le cas du programme, au-delà du programme individuel, des journées collectives pour pouvoir expliquer, faire avancer les méthodologies, communiquer sur les bonnes pratiques pour aller un peu plus vite. Donc, on alternera des parties individuelles, parce qu'il y aura aussi des questions de confidentialité. Donc, c'est assez stratégique ce qui peut arriver, mais de vous laisser, vous, tout à chacun, de dire auprès du collectif les éléments que vous souhaitez partager pour faire avancer. On avance plus vite tous ensemble. Il y a beaucoup de pratiques qui peuvent être ou qui ont été testées par certains qui méritent d'être connues par la communauté. Donc, comme l'a dit Marine, on alternera ces deux éléments-là. Donc, pour les deux parcours, on va avoir de manière plutôt classique ce qui se passe, comme ça a été présenté par Marine. Donc, de quoi on parle? Sensibiliser, se former sur la partie RSE. On fait l'état des lieux, on définit les objectifs, on définit un plan d'action pour se mettre en mouvement. Comment on implique l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise pour les mettre en œuvre et définir un plan d'action. Ça, c'est sur la partie RSE. Sur la partie climat, de la même façon, de quoi parle-t-on? Il y a quelque chose qui est important à prendre en compte dans l'activité des entreprises, c'est, tout le monde sait, dans son secteur d'activité, en moyenne, le chiffre d'affaires d'un confrère ou d'autre, il y a des ratios, le nombre d'employés. Faut commencer à rentrer plutôt dans une logique de réflexe, de dire, dans mon secteur d'activité, combien émet une entreprise de ma taille en CO2, les produits, combien émettent aussi en termes d'impact climatique, puisque ça va faire partie de l'activité et des responsabilités des entreprises. J'aime prendre un petit peu l'image de la qualité il y a une vingtaine d'années. Tout le monde était contre, ça a embêté beaucoup de dirigeants et de dirigeantes parce que c'était encore des choses en plus à faire. 20 ans après, ça rentre dans le quotidien des entreprises. Ne pas refaire les erreurs d'une approche trop académique, trop scolaire. Il faut rester dans du bon sens et tout. Mais ça va faire partie maintenant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de la responsabilité d'une entreprise de rendre compte sur ses impacts extra-financiers en plus de ses impacts économiques classiques. Donc, se former, développer le libre arbitre, monter en compétence dans les organisations, ça demande un petit peu de temps et il faut l'intégrer dans la culture d'entreprise. Après, on ne connaît que ce qu'on mesure, donc il faut que définir un point de départ. Et puis après, de manière plutôt classique, ce qui va arriver, c'est tout ce qui va être comment j'organise ça dans l'entreprise, qui aura cette fonction de reporting, comment on va répondre dans quelques années ce qui vous concerne pour les plus petites entreprises, alors que les grands comptes, dès l'exercice 2024, auront une nouvelle norme de reporting comptable qui s'appelle la CSRD. Pour l'instant, on va vous mettre de côté tous les acronymes, mais c'est un bouleversement dans la comptabilité des entreprises qui est en train de se mettre en place sur les 3 à 7 prochaines années au niveau européen. Et puis toute la partie des trajectoires, ce que je vous ai évoqué là, afin de se dire, est-ce que demain, mon modèle, il est soutenable? Est-ce que mon modèle va pouvoir fonctionner de la même façon? Vous avez de la chance d'être dans un secteur d'activité vertueux de manière native. Quand nous, on travaille avec des entreprises qui font du textile avec beaucoup d'imports ou quand on travaille avec le monde, par exemple, des abattoirs, leur modèle économique risque d'être fortement remis en cause et plus rapidement que prévu au regard de ce que je vous ai présenté.
Donc vous avez cette chance-là, profitez-en, mettez-le en avant, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on va vivre un certain nombre de bouleversements. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au regard du contexte, je pense que en ce moment, le contexte économique est pas facile. Je reste aussi dirigeant d'une TPE. Donc, il y a la crise énergétique, les trésors sont un peu compliqués en cette fin d'année. C'est un petit peu gelé, on n'a pas connu ça depuis un moment, qui est lié à un contexte géopolitique, un contexte économique. Donc, nous, on en a bien conscience, hein, on travaille beaucoup avec les TPE, PME, donc on sait se mettre aussi à la place d'eux et de comprendre un certain nombre de sujets. On a aussi l'habitude tout le monde travaille déjà sans relâche parce que tout le monde n'a pas les structures pour pouvoir faire ces sujets-là. Donc, les gens courent après tout. Et c'est important de l'avoir en tête pour l'ensemble des parties. Et nous, on a une forme d'empathie par rapport à ça pour dépanner. Donc, il faut qu'on soit simple, efficace et pragmatique. Néanmoins, l'État en a pris conscience, la région en a pris conscience. Et il y a beaucoup de financement national, régional, voire local pour accompagner les structures pour pas être sur le bord du chemin. Euh, et là, il y a un travail qui sera fait entre nous, avec Marine et en soutien avec vous pour que ça soit le plus transparent possible pour accompagner cette transition dans le temps et le faciliter. Euh, il faut en profiter dans les mois et années qui arrivent, puisque le passage à la réglementation ne permettra plus d'avoir ces dispositifs, puisque dès que c'est obligatoire, les subventions tombent. Il faut mieux les lisser dans le temps. Exemple de ce qui se passe en Bretagne, on vous a fait une synthèse pour vous. Donc, Marine a parlé de Bressfab, il y a différents dispositifs. Donc, il y a des dispositifs de soutien fort pour tout ce qui va être phase de diagnostic, qui concerne aujourd'hui l'action qu'on vous propose, mais aussi pour toute la partie d'entre vous qui souhaitent et avoir des aides de soutien pour la transition, que ce soit industriel, que ce soit d'investissement. Dans ce millefeuille de soutien, il y en a énormément pour les entreprises de moins de 250 salariés pour pouvoir passer dans la transition. C'est important d'avoir ça en tête, parce que souvent, les petites et les moyennes entreprises ne sont pas au courant de l'ensemble de ces dispositifs. Et un des objectifs à vos côtés, c'est de vous en faire part, que vous n'y passiez pas à côté. On arrive à des taux de financement entre 70 et 90%, donc profitons-en tant que ça dure. Euh, Si je prends le cas du parcours bilan carbone, la BPI, donc la Banque publique d'investissement, soutient fortement en ce moment ces actions. Donc le bilan carbone qui n'était plus financé depuis 7-8 ans est refinancé suite à l'accélération de la réglementation pour les plus petites structures. Donc pour une entreprise de moins de 250 salariés, sur les 10 000 euros, il y a un reste à charge de 4 000 euros, par exemple. Et comment ça va se passer? Donc là, c'est très standard par rapport à la Banque publique d'investissement. Donc, on a la partie du cadrage et du lancement et du périmètre en fait, de votre bilan carbone. Il y a des collectes des données de manière informative. On vous a donné les temps à passer par rapport à vos structures parce que nous, on va collecter une partie des données à vos côtés, mais d'autres, il faudra aussi les récupérer. Donc, ça dépend de votre système d'information, ça dépend d'un certain nombre de vos organisations par rapport à ça. Après, il faut les modéliser, il faut aller chercher ce qu'on appelle, nous, des facteurs d'émission aussi, puisque certains auront peut-être des essences de bois différentes des autres, donc chacun aura un profil un petit peu différent. On vous rend compte de quel est l'impact climatique en fonction des différents secteurs et scopes que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et puis après, réunion de travail pour avoir un plan d'action pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre, aussi bien sur la partie énergie que sur la partie transport, que sur la partie achat, sur la partie mobilité.
Ça rentre sur la plateforme de la BPI. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au travers des diags décarbonation de BPI, vous rentrez dans les radars de la BPI qui se sont mis en mouvement, ce qui fait que pour certains d'entre vous qui peuvent contracter des prêts BPI, des accompagnements BPI, BPI saura en fait que vous êtes rentré dans ces logiques-là. Donc il y a d'autres intérêts que uniquement la partie bilan carbone et financement. Sur le diagnostic RSE, c'est 5 jours d'accompagnement, hein, de toute façon, ce que je vous ai présenté là. En sachant que là, les coûts, nous, on arrive à des financements dans certains cas quasiment à 100%. On mixe les outils BRESFab, le fait qu'on soit aussi organisme de formation de manière individuelle, on peut monter des projets avec vos OPCO, Constructis ou autres qui prennent en charge toute cette partie-là. Donc, on préfère vous donner le vrai coût et si dans le cadre, dans la suite de tous les échanges individuels, en fonction de votre taille, de vos OPCO, de vos organisations et tout, il y aura une approche de financement et d'optimisation des financements pour limiter le reste à payer. Voilà pour moi. Après, pour terminer, c'est une opération collective. Il y aura des points individuels et il y aura des points, comment dire, en collectif. Et voici la proposition de macro-planning. Et au milieu de tout ça, il y aura des webinaires techniques en fonction de l'évolution de la réglementation, les bonnes pratiques et tout, pour vous alimenter et que tout le monde puisse monter de manière collectivement et individuellement en compétence sur les sujets et de commencer à intégrer ces éléments-là dans son organisation. Voilà pour moi. Marine, je te laisse reprendre la main. Merci beaucoup, Olivier. En complément de ce que vous disiez, Olivier, sur l'accompagnement et sur les dispositifs BRESFab, effectivement, il y a toute une étude au cas par cas. Du coup, l'idée vraiment, c'est de me contacter, que je puisse faire le lien avec BRESFab, l'étude avec O2M sur votre cas particulier. Et pour ceux qui, par hasard, qui ne pourraient pas rentrer dans ce dispositif BRESFab, effectivement, un lien avec les OPCO va être travaillé, quelle que soit votre profession. Qu'on soit sur la filière amont ou le bâtiment. On a aussi des contacts dans la Fédération française du bâtiment et dans l'ameublement avec tous ceux qui sont assujettis Codifab parce qu'ils ont aussi des démarches. Et donc là, j'ai les contacts pour me permettre de vous rapprocher d'eux. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, vous êtes tous concernés, on peut tous vous accompagner. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de me contacter pour qu'on puisse déterminer le meilleur dispositif d'accompagnement. On va rentrer dans une phase de questions-réponses. Pour cela, et de manière à libérer la parole, je vais désactiver l'enregistrement. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé. Je donne rendez-vous, restez bien pour les questions-réponses, c'est juste pour mettre fin à l'enregistrement. Rendez-vous le 13 décembre matin à la MFR de l'UDEAC de manière à pouvoir discuter de tout ça de vive voix avec, vous pourrez poser toutes vos questions directement à O2M. Pour participer, vous pouvez soit me contacter, soit vous inscrire directement sur le site de FIBOA Bretagne. L'événement est publié et il y a un lien pour l'inscription. Voilà. Je mets fin à l'enregistrement et